Voilà. Je sais pas si on est prêt pour commencer. Allons-y. Hmm. Alors, voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Georgios Gourdos, je suis radiologue au groupe 3R et responsable du centre d'imagerie du Petit Chêne à Lausanne. Et j'ai le plaisir de faire une petite introduction au sujet du jour qui sera présenté par Dr Benoît Risque sur les cancers pulmonaires. Donc, quelques brèves explications sur le déroulement. Après une petite introduction de ma part, on va entendre ce que le docteur Risque a à nous dire pour le cancer pulmonaire. Et durant le webinaire, vous pouvez poser vos questions dans les chats et à la fin, on pourra en discuter selon le temps disponible. Sinon, vous pouvez voir sur l'écran des détails concernant le questionnaire d'évaluation, les certificats de participation et les crédits obtenus. Et juste quelques mots brièvement de ma part. Euh, on voit que malgré les avancées significatives dans le domaine médical, le cancer pulmonaire demeure l'une des maladies les plus dévastateurs, avec un taux de mortalité très élevé. Le diagnostic précoce et la prévention de ces cancers présentent des complexités et des défis. Le cancer pulmonaire est souvent diagnostiqué trop tard, malheureusement. Donc, dans ce contexte, il est important d'approfondir notre compréhension des outils diagnostiques et des stratégies de prévention. Il est primordial d'élaborer des solutions en collaboration avec les autorités compétentes, la communauté académique, les hôpitaux. Donc là, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Benoît Risque qui va nous éclairer à ce sujet. Juste pour préciser que le docteur Risque, non seulement il est un très bon radiologue avec de très bonnes connaissances en imagerie pulmonaire, il est directeur médical du groupe 3R, board member de European Society of Medical Imaging Informatics, et j'aimerais ajouter qu'il est très impliqué dans les recherches et développement dans les outils d'intelligence artificielle. Et vraiment, c'est un plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Alors bonjour à tous, on va parler pendant cette heure-ci du cancer du poumon. Quelle perspective en 2023. On voit ici une image à droite créée par intelligence artificielle générative d'un poumon fumeur. On a presque l'impression que c'est le poumon qui fume. On a une image aussi de médecine nucléaire sur cette slide d'introduction. Le contexte, l'oncologie ne cesse de grandir au niveau du nombre de patients qui sont touchés par les cancers, en rapport avec l'augmentation des démographies dans les différents pays européens, ainsi que l'espérance de vie qui augmente, associée à des modes de vie, alcool, tabac, obésité, qui ne sont pas favorables souvent à devenir centenaire. Et l'environnement avec la pollution, les particules fines est aussi responsable de certains cancers. Ici, les statistiques en France par l'Institut national du cancer qui montrent que l'incidence a doublé depuis les années 90, depuis 1990, avec 433 000 nouveaux patients en France qui vont ou ont déclaré un cancer en France. Ça touche aussi bien l'homme que la femme, avec 57% chez l'homme. Pour le cancer du poumon, il s'agit du cancer le plus mortel. La mortalité par cancer la plus élevée est donc due au poumon. Un décès par cancer sur 5 est dû au cancer du poumon. À l'échelle européenne, pour l'année 2020, le cancer du poumon, c'était 11,9% des nouveaux diagnostics de cancer. Et comme le disait Georgios, la mortalité élevée est due au fait que le cancer est souvent détecté à un stade tardif. Ici, des statistiques américaines, 19,6% de survie à 5 ans, car seulement 16% des cancers sont actuellement diagnostiqués à un stade précoce. Plus de la moitié des personnes chez qui on va diagnostiquer un cancer vont décéder dans l'année.
Alors, le cancer du poumon est indolent pendant un certain temps. Les patients sont souvent asymptomatiques. Ici, une coupure de presse du Guardian en Angleterre qui montre une jeune sportive qui participe à un programme pilote de détection du cancer du poumon, de screening, et complètement asymptomatique. On lui trouve un cancer, elle est traitée et c'est une catastrophe évitée pour cette patiente. L'Angleterre est assez novatrice à ce sujet. Elle a une coupure de presse de cette semaine avec 1 million de personnes qui ont reçu une invitation pour un programme de santé pulmonaire, un Lung Cancer Check. Ils reçoivent l'invitation, ils savent que l'adhérence n'est pas encore complète. Il y a besoin, en tout cas, d'inciter les gens à participer à ces programmes. Mais en tout cas, depuis qu'ils ont débuté ces programmes de screening en Angleterre, ils ont dépisté 2400 cancers. Et à titre d'exemple, entre juillet 2022 et juin 2023, ce sont 335 000 personnes qui ont commencé un traitement pour le cancer du poumon. Donc, on peut voir qu'il y a quand même un nombre significatif de patients qui sont impliqués par ces programmes de dépistage. Par contre, en Angleterre notamment, on voit qu'il y a un manque de personnel dans les hôpitaux, et donc les files d'attente vont peut-être s'allonger pour les patients chez qui on va diagnostiquer un cancer. On voit que dans 95% des services de radiologie en Angleterre, il manque du staff au niveau, que ce soit radiologue ou technicien. Et donc, il va falloir faire face aussi, s'organiser à pouvoir faire absorber ce nombre d'examens. Le cancer du poumon, en France, on a cette étude Cascade qui est à l'hôpital Cochin, sous l'égide de la professeure Marie-Pierre Revel, qui est très impliquée à l'échelle des institutions radiologiques européennes et thoraciques européennes notamment. Et cette étude Cascade est essentiellement d'ailleurs complètement chez les femmes. Il s'alerte à mi-chemin de l'étude, ici une coupure de presse du mois de juin, que le taux de dépistage du cancer dans cette population cible de patientes fumeuses est 3 fois plus élevé que ce à quoi il s'attendait, à savoir qu'une patiente sur 30 est dépistée positive. Il pensait atteindre un taux de 1%, comme dans une grosse étude belgo-néerlandaise Nelson, qui a été publiée en 2020 dans le New England Journal of Medicine. Par contre, cette étude-là avait énormément d'hommes, 83% d'hommes, et un taux de dépistage positif qui était à 0,9%. Un des griefs qui est peut-être fait par certaines personnes sur ces programmes de dépistage, c'est le taux de faux positifs. On voit par contre que dans cette étude Cascade, il y a une assurance qualité avec une lecture par un radiologue qui est formé à ce type de lecture. Il y a un logiciel d'intelligence artificielle qui tourne également dessus. Et enfin, 2 experts relisent. Donc, on a une quadruple lecture de ces cas. Finalement, ils ont un taux de faux positif qui est extrêmement faible, de l'ordre de 0,6%. Sonnette d'alarme tirée par la professeure Marie-Pierre Revel. On attendra les résultats définitifs de l'étude, sachant que pendant ce temps, le tabagisme quotidien continue d'augmenter. Chez les femmes, par exemple, en France, il est passé de 20%, 20,7% à 23% entre 2019 et 2021. Le cancer du poumon, ça va commencer par une cellule qui va dysfonctionner, qui va devenir tumorale et qui va progressivement grandir. On aura un stade où l'imagerie va être prise en défaut de par le temps de croissance et le temps de doublement de ces cellules. Par contre, ce qui est certain, c'est que la mort est le outcome finalement de cette maladie si la maladie n'est pas traitée ou détectée à temps. La radiographie qui est ici CXR, je ne sais pas si vous voyez la flèche, permet de voir à partir d'une certaine taille ces lésions. Le scanner est bien plus précis et on peut se poser la question de biomarqueurs, de marqueurs sanguins, mais c'est difficile de mettre ça pour le moment à grande échelle dans ces populations de fumeurs. Il y a énormément de biomarqueurs qui peuvent être testés et là, des travaux avec des logiciels d'intelligence artificielle essayent aussi de voir par rapport à quelle population on pourrait utiliser quel type de biomarqueurs pour ne pas non plus faire exploser les coûts de la santé. Le but du dépistage du cancer du poumon, c'est donc de réduire le nombre de morts par cancer du poumon en le trouvant précocement.
On a vu qu'il y avait quand même un certain temps d'évolution des cellules tumorales avant que ça puisse être détecté par l'imagerie, c'est une chose, mais que ça donne aussi des symptômes. Les symptômes, ça peut être soit aucun, soit une vague toux, des infections qui reviennent. Ça peut être une dyspnée ou éventuellement cracher du sang. Mais en général, ce sont déjà des maladies à des stades avancés, d'où le haut taux de mortalité qui est présent actuellement. Donc, les programmes de dépistage font l'objet de nombreuses études depuis une vingtaine d'années et les bénéfices supposés sont l'amélioration de la détection, l'amélioration de la qualité de vie des patients et de leur survie avec une baisse de la mortalité qui peut aller jusqu'à 20% dans certaines études. Enfin, bien entendu, le bénéfice économique, l'impact de ces programmes de dépistage sur les coûts de la santé fait l'objet d'évaluations et de cost effectiveness study pour voir s'il y a vraiment un bénéfice pour la société de les dépister. Pour revenir sur l'histologie de ces cancers du poumon, ces 4 dernières décennies, on a remarqué dans les cancers non à petites cellules qu'il y a eu une baisse à l'échelle mondiale des cancers avec des cellules squameuses pour une augmentation importante des adénocarcinomes. Il y a de plus en plus de patients non fumeurs chez qui on diagnostique un cancer du poumon. On peut penser aux héros de la série Breaking Bad, par exemple, même si c'est une fiction. Et c'est particulièrement vrai chez les femmes, ainsi que chez les femmes asiatiques, avec l'environnement, avec la pollution par particules fines, notamment dans les grandes villes. Alors, on sait que ça favorise de nombreuses asthmes et maladies pulmonaires, mais également la mortalité. Le tabagisme est bien entendu un des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque génétiques et le manque de dépistage peut aussi favoriser des stades tardifs lors de la découverte de ces maladies. Un autre type de cancer, c'est le cancer à petites cellules. Vous pouvez voir une slide d'anatomopathologie sur une image sur votre droite. C'est plutôt type tumeur neuroendocrine. Ça va plutôt avoir tendance à être central, proche du médiastin. Ça pourra avoir un aspect presque lymphomateux sur les images. Il pourra y avoir de la nécrose et de l'hémorragie. Et c'est un cancer qui a la particularité d'avoir de nombreux syndromes paranéoplasiques et de pouvoir aussi, dans un certain nombre de cas, donner des métastases cérébrales. Quelle technique d'imagerie peut-on utiliser? On a parlé de la radiographie, on a tous appris, je pense, dans nos études il y a quelques années que la radiographie, pour faire un bilan un peu de fumeurs, c'était ce qui se faisait. Je vous conseille quand même de faire le face profil si vous devez prescrire une radiographie, parce qu'on sait que dans ces positions derrière les coupoles diaphragmatiques, il y a encore de larges zones de base pulmonaire qui peuvent être complètement masquées sur une seule incidence de face. Alors l'image, quand elle est celle de gauche, là, je pense même l'assistant de première année va quand même se douter qu'il y a peut-être un problème sur ce poumon en parahilaire du côté gauche. Par contre, sur l'image centrale, ça peut être assez subtil, hein. Là, il y a le signe de la grosse flèche rouge et une heatmap, une coloration d'intelligence artificielle qui permet de détecter la lésion. Mais là, ce n'est pas exclu que des radiologues aussi, dans une liste d'examens importants, passent complètement à côté de cette lésion. Et on voit ici les limites un petit peu de la radiographie thoracique. La radiographie thoracique, ces dernières années, a vu l'émergence des solutions d'intelligence artificielle. Ici, c'est une solution que nous utilisons en pratique clinique depuis 2 années, qui aide les radiologues à détecter des opacités potentiellement tumorales avec ce type de logiciel. C'est une aide qui est disponible pour le radiologue. Ça ne remplace pas l'interprétation du radiologue. Il y a des limites, hein. On a pu faire un cycle de webinaire sur l'IA, il y a des faux positifs, des choses comme ça, mais ça peut en tout cas aider à se poser des questions ou aller vers un scanner complémentaire si on a le moindre doute sur une lésion tumorale dans ce contexte. L'avenir de la radiographie de thorax, l'IA, c'est très bien. Là, les universités de pointe américaines sont en train de tester si on ne peut pas, alors peut-être pas complètement remplacer le radiologue, mais en tout cas de passer par une étape de génération automatique des comptes rendus de radiographie de thorax. Et une équipe de pointe ici, on peut y lire Andrew Eng, Curtis Langholz de Stanford, ainsi qu'un ancien vainqueur du RSNA Challenge d'intelligence artificielle. Ils sont en train de tester des
des métriques nouvelles pour voir si dans la production automatisée des rapports de radiologie, on peut identifier des critères qualité. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée le 8 septembre, donc c'est vraiment tout récent. On n'est pas encore remplacé pour la radiographie de thorax, mais en tout cas, des gens sont en train d'y travailler. Le scanner thoracique, c'est bien entendu beaucoup plus précis pour voir le parenchyme pulmonaire. Ici, vous avez également un contourage de la lésion par une solution d'intelligence artificielle qui peut aider le radiologue à segmenter, à quantifier. Et on va donc chercher des nodules, des masses d'un certain volume qui vont avoir des contours spiculés, des contours irréguliers, en général solides, mais il peut aussi y avoir des lésions comme ici qui sont un peu mixtes, partiellement solides, partiellement en verre dépoli, et qu'il faudra savoir identifier comme suspect pour orienter la suite de la prise en charge. La classification qui fait foi à l'heure actuelle sur les scanners pour décrire les lésions tumorales, c'est le TNM8, tumeur, node et métastases. On peut voir que la taille, avec des cut-offs de moins de 3 cm, de 5 cm, de plus de 7 cm sont utilisés. Et le radiologue va devoir décrire pour le tumeur board, pour la prise en charge, l'envahissement du médiastin, du diaphragme, des vaisseaux, des structures nerveuses laryngées récurrentes, par exemple. Et donc là, le radiologue va regarder ces images dans les 3 plans, va décrire et essayer de proposer une classification TNM qui va donner différents stades qui eux-mêmes vont servir pour ces tumeurs board et pour le pronostic du patient. On essayera de décrire les aires lymphatiques avec une systématisation des ganglions et la dénomination internationale qui fait foi, où là, il faut essayer d'être précis aussi dans la construction des rapports pour avoir les meilleures informations pour éventuellement un chirurgien thoracique. Tout neuf, la conférence mondiale sur le cancer du poumon s'est terminée hier à Singapour. Le TNM9 est sur la route. Il a été proposé lors de ce congrès avec comme modification le stade N2 qui va être divisé en N2A et N2B, où dans les ganglions sous-carinaires ou homolatéraux, on va détailler si c'est à un seul site ou à plusieurs sites, ce qui va pouvoir permettre de reclassifier certaines lésions qui étaient plutôt de stade 3 vers des stades 2. L'idée étant que cette classification soit plus appropriée par rapport aux nouvelles thérapeutiques sur le cancer du poumon, que ce soit les immunothérapies ou les tyrosine kinase inhibiteurs, et de pouvoir avoir des lésions qui seront peut-être résécables alors qu'elles ne l'étaient pas considérées jusqu'à présent. C'est des propositions, c'est pas encore accepté, mais en tout cas, ça devrait arriver. Et donc, l'idée, c'est d'être plus discriminant entre résécables, non résécables et potentiellement résécables, et d'avoir vraiment l'idée du futur traitement sur cette classification TNM. Un deuxième changement, c'est le M. Il y a un M 1C qui devient, avec 2 sous-parties également, des métastases multiples, mais dans un seul organe. Si par exemple vous avez 3 lésions dans le foie, mais rien ailleurs, ça va être un M1C1, alors que si vous avez dans plusieurs organes, M1C2, bon, a priori, ça n'a pas l'air de changer le stade qui est de toute façon 4B, mais ils ont jugé utile, les experts, de décrire cette nouveauté. Comme je vous disais, c'est vraiment pour penser au traitement. Là, il y a eu justement des communications par des équipes de Société européenne pour le cancer, de pneumologues, de chirurgiens, pardon, qui se sont posé la question de ces N2 multi, finalement. Qu'en est-il? C'était plutôt indéterminé. Et cette nouvelle classification TNM devrait pouvoir avoir beaucoup plus, en tout cas, de lésions qui seraient potentiellement résécables. Donc, on peut estimer que ça soit une bonne nouvelle que ces nouvelles thérapies, immunothérapie et tyrosine kinase inhibiteurs, puissent finalement faire passer certaines lésions du non résécable vers potentiellement résécable. Le scanner, ça peut également, donc ici vous avez une lésion à gauche qui envahit le médiastin, donc on va décrire la taille, les ganglions, l'extension sur les structures médiastinales, et pour ceux qui font de la radiothérapie, de la radio-oncologie, ça peut également servir pour centrer justement la radiothérapie, faire des repérages. Là, c'est moins mon domaine.
Dans les études qui sont sorties dans la nouvelle revue qui a été créée il y a quelques années, Radiology Imaging Cancer, au sujet du cancer du poumon et du scanner. Donc, effectivement, le dépistage par low dose, ça marche. Ça fait deux décennies maintenant qu'il y a des données qui vont dans ce sens-là. On verra quelques études tout à l'heure. Et ça peut réduire la mortalité par cancer. Par contre, eh bien, il faut bien que ces données fassent l'objet d'analyses internationales impeccables au niveau de la méthodologie pour pouvoir continuer à améliorer ces programmes et avoir l'impact économique avec qu'est-ce qui va être remboursé ou non dans ce type de lésion, de programme pardon, de dépistage. L'intelligence artificielle, on en parlait, hein, c'est bien connu qu'un radiologue assisté versus un radiologue sans assistance va mettre plus de temps, sera moins reproductible avec lui-même et avec ses confrères. Et pour utiliser les systèmes de classification dans ces programmes de dépistage des lésions, on va utiliser un système standardisé qu'on appelle LongRads, comme le BIRADS, par exemple, pour le sein, le PIRADS pour la prostate, et l'utilisation de logiciels d'IA améliore et diminue le temps, améliore la reproductibilité et diminue le temps nécessaire aux radiologues pour le faire. Donc, c'est une aide qui est bienvenue. En imagerie, le PET-CT peut aussi, bien entendu, être utile pour nos confrères nucléaristes. On en a qui nous écoutent dans ce webinaire. Sur cette lésion, par exemple, ça va être un one-stop shop pour voir ailleurs les ganglions à distance, et on sera peut-être plus à même de classer la lésion dans son M de métastase dans le TNM avec cet outil au 18 FDG, le fluorodéoxyglucose, qui va permettre de voir des lésions secondaires ailleurs et de suivre également la réponse thérapeutique aux traitements qui seront initiés par la suite. Alors, quelle nouveauté en 2023 pour le cancer du poumon et son imagerie? Donc, comme je disais, la Société européenne d'imagerie thoracique est très impliquée pour faire avancer les choses et pour assurer la qualité également des radiologues qui vont participer à ces programmes. Donc, il y a une certification qui est organisée par cette société. Alors, il y a certains prérequis, comme de lire au moins 200 scanners par an, de faire des formations, des webinaires, des formations en ligne également, et de faire un examen à la fin. Mon confrère Georgios Gourdos va avoir cette certification le mois prochain lors du congrès de l'ESTI à Berlin. Et j'encourage les jeunes radiologues, s'il y en a qui nous écoutent, à se positionner, comme ça va très probablement être une activité d'avenir pour les radiologues, avec un nombre de patients qui devrait affluer. En effet, ces programmes de dépistage font l'objet maintenant de nombreuses études. Ici, une des plus grosses chercheuses à ce sujet, Claudia Henschke, qui présentait au RSNA les résultats de 20 ans de suivi de patients enrôlés dans un programme de dépistage, et ça améliore dramatiquement le taux de survie de ces patients. Ils ont quand même une cohorte de 89 000 personnes, à peu près équilibrée, 59% hommes, 41% de femmes, sur presque 30 ans. Pas pour tous, hein, mais en tout cas, certains ont fait l'objet de 30 ans de suivi. Et qu'est-ce qu'ils voient sur cette cohorte qui est quand même significative, avec un temps de suivi de ces patients qui est aussi également important? Eh bien, ils diagnostiquent 83% de ces cancers au stade 1. Donc, on peut imaginer que c'est meilleur pronostic qu'un stade 4, et que la chirurgie de résection est possible dans 82% de ces patients, d'autres ayant eu, bien entendu, quand même d'autres traitements. Mais si on regarde les courbes un petit peu de survie sur une vingtaine d'années, globale survie par cancer des patients, des patients qui ont eu, chez qui on a trouvé qui étaient enrôlés dans l'étude, de 80,5% de survie à 20 ans. Notamment, tous les cancers subsolides ont été traités, 0 décès dans cette cohorte-là, et 73% de survie pour les 1000 patients environ chez qui ils ont détecté un cancer. On a pu voir que le taux de survie à 10 ans qu'ils avaient, ils l'ont maintenu à 20 ans. Donc, ces programmes de dépistage, c'est pas on se fait dépister à un moment donné et puis c'est bon, on peut continuer de fumer. Ça implique un suivi régulier pour pouvoir avoir vraiment les bénéfices de ce type de programme. Alors qu'auparavant, c'était plutôt 20%, 25% de survie pour les cancers du poumon, sachant qu'effectivement, ils étaient diagnostiqués tardivement.
autre papier qui est sorti au mois de juillet sur 1 million de personnes. On commence à avoir du volume. Ils ont utilisé la base de données, le registre de l'American College of Radiology, et puis ils ont pu également shifter dans cette population le stade auquel on a découvert un cancer vers des stades bas plutôt que des stades où le pronostic est beaucoup plus péjoratif. Par contre, taux de détection était plus faible, 0,56%. Il mettait éventuellement en cause le fait qu'il y ait eu un taux de suivi de ces patients, d'adhérence là au screening annuel qui était assez faible, 22%. Qu'est-ce qu'ils ont prédit comme pauvre compliance au suivi de ces programmes de dépistage? Les gens, s'ils continuent de fumer, il y a certains au niveau des populations noires ou hispaniques, c'était moins bien suivi, ainsi que le niveau d'éducation et le manque d'assurance de santé de ce type de patients. Donc, on a quand même des bons résultats, mais un taux d'adhérence au programme qui était assez faible dans cette étude. Cette semaine a aussi été présentée donc, à ce même congrès, la World Conference on Lung Cancer, une expérience à Taïwan, où là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris ils ont pris comme facteur de risque également une histoire familiale, un antécédent familial de cancer du poumon, pas seulement le fait que ce soit des fumeurs lourds, et puis on peut voir finalement que le taux de détection, il a été le plus élevé chez ces patients qui ont eu une histoire familiale de cancer du poumon, et donc ils disent que c'est un argument peut-être pour inviter les apparentés au premier degré, des patients qui ont eu des cancers du poumon, à se faire dépister. Ils ont une population de 50 000 personnes et ils ont pu des taux de détection de 1,1%. 85% qui étaient au stade 0 in situ ou au stade 1. Par contre, ils se posent la question, y a-t-il du surdiagnostic, comme ils ont remarqué une augmentation de l'incidence du cancer du poumon, mais avec une mortalité qui était stable, et également une augmentation de l'incidence précoce, sans qu'il y ait vraiment de diminution à des stades de l'incidence, tardivement de cette cohorte de patients. Donc, à prendre avec des précautions. C'est une étude sur laquelle ils font un scanner du poumon une fois tous les 2 ans. Ils ont commencé l'année dernière, donc il y a encore de la marge pour avoir le résultat complet de cette étude sur des patients taïwanais. Mais en tout cas, ils disent là que c'est plus proactif, contrairement aux États-Unis où il y a certaines barrières à ces programmes avec des décisions qui sont partagées. Ici, ils avaient pris la décision au niveau des gens impliqués dans ce programme de les suivre, et puis ils ont été de l'avant. Et puis, ce qui était vraiment intéressant, c'est ces patients avec historique familial de tumeurs pulmonaires qui seraient potentiellement éligibles au dépistage. Pareil, à ce même congrès, tous les programmes un peu de dépistage aux 4 coins du monde sont en train de montrer un peu leurs résultats. Une étude en Allemagne, la Hanse-Studie, eux, ils ont questionné des patients, c'était sur la base du volontariat, ils voulaient avoir 5000 patients, ils les ont eus. Ils ont fait un questionnaire à ces patients, ils ont évalué leurs risques. En cas de risque élevé, un scanner, puis un autre scanner une année plus tard. Ils ont donné l'information de ces résultats aux patients sur leur santé pulmonaire et cardiovasculaire, sur ce qu'ils avaient comme information sur le scanner. Et du coup, ça permet l'éducation des patients et de faire progresser la science, comme ils le disent. L'inclusion, c'était 55-79 ans. Et puis, est-ce qu'ils fument ou est-ce qu'ils ont fumé par le passé? Il n'y avait pas trop de détails. Taux de détection 1,5% sur ces 5000 patients, et également 2/3 des patients chez qui ils ont trouvé ça au stade 1 ou au stade 2. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont utilisé un risk model, un modèle de risque pour classer un peu les patients. Ils ont pu voir que l'un des modèles PLCO, là, comme les prostate, lung, colorectal, ovarian cancer, c'est un risque d'évaluation un peu tumorale qui a été développé en 2012 est plus performant qu'un autre, le Nelson. Et du coup, ils en profitent de ces résultats préliminaires pour dire aux stakeholders politiques, au ministère fédéral, que ces risques modèles, eh bien, il ne faut pas les figer dans le temps comme a l'air de vouloir faire l'Allemagne, mais qu'il faut pouvoir garder une porte ouverte pour les revoir de temps en temps et peut-être tous les 5
convaincant pour inclure des améliorations de ces risques modèles qui vont être de plus en plus précis, on peut imaginer, notamment avec l'IA et les données importantes qu'on commence à récolter avec ces programmes de dépistage aux quatre coins du monde. Nouveauté 2023, également on parlait de cette société thoracique européenne, l'ISTI. Il y a la société francophone, la Société d'imagerie thoracique, qui a publié un compte-rendu structuré pour ce type de scanner thoracique faible dose de dépistage du cancer bronchopulmonaire, avec un modèle qui peut être utilisé. Je vous ai mis ici la conclusion. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Est-ce que c'est indéterminé? Y a-t-il d'autres anomalies? Donc là, vous les trouvez en quelques clics sur Internet. Et également, cette société a mis des algorithmes pour que ce soit le dépistage initial ou le dépistage itératif, hein, à 1 an, par exemple, le suivi, les patients qui ont déjà eu ce scan initial, d'essayer d'avoir cette arborescence qui est validée donc, par cette société. Qu'est-ce qu'on appelle un dépistage négatif, par exemple? Pas de nodule solide, mais de moins de 6 mm. Partiellement solide, ça peut aller jusqu'à 3 cm. Là, on peut être un peu surpris de la taille, mais en tout cas, avec une portion de solide de moins de 6 mm. En tout cas, ces patients-là vont avoir ce scanner à 1 an. On a vu que ça ne servait à rien a priori, de faire juste un scanner une fois et de vous donner le feu vert pour la suite. C'est vraiment un programme de dépistage qui va se faire sur la durée. Donc, ces recommandations, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on voit qu'en cas de résultats indéterminés, il y a différentes arborescences qui peuvent être utilisées pour aider les radiologues participants à faire leur choix sur la suite et que, bien entendu, il faut pouvoir être capable d'adresser le patient à une réunion de concertation pluridisciplinaire dans le cadre d'un dépistage positif. Les applications d'IA, on en a un petit peu parlé. Ça, c'est une présentation que j'avais fait à ce sujet au RSNA l'année dernière. On voit que dans les congrès, il y a d'autres présentations sur l'IA, ici sur la radiographie avec Analyse. Là, c'est un logiciel, je crois, australien qui détecte 160 trucs sur les radios de thorax. Donc, dans ces lung cancer pathway, dans ces patients qui rentrent dans ce type de suivi de leur santé pulmonaire, on évalue la fiabilité, le temps gagné de ces types d'outils. Alors, qu'est-ce qu'on utilise en pratique quotidienne? On utilise, nous, ce logiciel-là, VI Lung Nodule, qui permet de segmenter, de donner le volume, le temps de doublement des nodules. Ça a été bien validé depuis environ les années 2015-2016 avec plusieurs articles. Je vous en ai mis ici un en bas à droite pour la détection, la classification, la quantification de ces nodules. Et c'est un appui pour les radiologues. On peut aussi les faire tourner sur les scanners qui ne sont pas faits à ce but-là pour aider à détecter et à quantifier les nodules. Est-ce que ces solutions peuvent être utiles dans un programme de screening? Il y a eu une des équipes leaders néerlandaises qui parlait de ça, qui a fait un article à ce sujet, donc il conclut que c'est tout à fait intéressant, mais quelles seraient les prochaines étapes pour améliorer encore les choses? C'est que la ground truth, la vérité de ces logiciels d'IA, ce ne soit pas seulement l'avis du radiologue, mais vraiment l'ANAPAT, qu'on puisse continuer à faire des études multicentriques avec ce type de système pour vraiment prouver leur valeur à grande échelle. Hein. On sait que ça dépend sur quel modèle ont été entraînées les données, etc., même si ça, c'est un logiciel qui tourne en Amérique du Nord comme en Europe et qui donne satisfaction. Il y a des workflows qu'il faudrait tester, par exemple une IA sur un scanner plus des manip radio, des techniciens qui soient spécifiquement formés à cette tâche-là. Est-ce que ça peut permettre de trier un certain nombre de scanners et d'adresser ceux qu'il faut pour le radiologue et de libérer du temps au radiologue pour tous les scans qui seraient a priori normaux avec une IA avec une forte valeur prédictive négative? On en a parlé un petit peu de ces risques scores, certains avec de l'IA également, sont développés pour permettre d'affiner finalement le risque personnalisé des patients par rapport à la probabilité de développer une tumeur ou pour une lésion. Est-ce que cette lésion va se péjorer? L'IA sur les scans thorax, pas seulement en oncologie, mais il y a cette étude qui a été publiée dans AJR, l'American Journal of Röntgenology, qui nous dit que les radiologues cardiothoraciques peuvent gagner 22% du temps d'interprétation avec un outil qui va segmenter, mesurer. On pense par exemple au tronc de l'artère pulmonaire, à l'aorte ascendante, de regarder des choses automatiquement au niveau musculo-squelettique, cardiaque. On pense aux calcifications coronaires et il ne fait pas vraiment
moment de doute que ces outils-là, soit vont être intégrés dans le PACS, soit vont être utilisés a posteriori après l'actualisation des images, ou intégrés éventuellement dans les scanners, mais qu'on va travailler avec ce type d'outils à court terme, à large échelle. L'IA, ça aide également pour tous ces patients qui participent à ces programmes de dépistage et surtout pour les radiologues qui vont faire les rapports. Ici, Coreline, c'est un logiciel qui est utilisé dans la formation ISTI notamment pour la certification pour le dépistage qui permet de aider le radiologue à faire un rapport standardisé sur le Langrads. Donc Langrads, je vous avais dit, c'est le système automatisé de reporting pour dire si c'est suspect ou plutôt pas. Ça va nous permettre de le localiser. On voit qu'il y a le temps de doublement qui va être utilisé, ainsi que le volume. On sait qu'il vaut mieux suivre ces nodules en volume plus qu'en un seul diamètre. On est beaucoup plus précis pour identifier les lésions tumorales. Qu'est-ce que ça donne? Le radiologue travaille sur un système qui va segmenter un peu les lésions. Il y a la possibilité de rajouter pas mal de choses. Y a-t-il de l'emphysème, des calcifications coronaires, un anévrisme, etc. Donc, on est sur un reporting un petit peu hybride avec le radiologue qui est aidé avec ce type de lésion. Et puis, on voit ici un patient qui a 9 nodules. C'est sûr que le radiologue, c'est galère et puis il va y passer vraiment un temps important. De quantifier l'emphysème, ce genre de choses, ça aide à avoir vraiment une vision plus globale de la santé, non seulement cancer, pas cancer, mais pulmonaire, cardiothoracique et générale. On sait qu'on peut trouver aussi l'ostéoporose si on va chercher une mesure de densité dans la vertèbre L1, par exemple. Donc, d'avoir une idée vraiment plus précise et plus systématisée de comment va le patient. Donc, on aura ce type de rapport avec les différents nodules. Il y a probablement des radiomix, là, on voit un histogramme ici, des mesures de densité qui vont apporter des informations qui ne sont pas visibles à l'œil du radiologue pour donner des informations sur le pronostic. Donc, ce type de rapport va être utilisé, en tout cas, dans ces programmes de dépistage pour fluidifier le travail du radiologue. On peut imaginer que, vu le taux de tabagisme dans la population, il y a un certain nombre de patients qui se fassent dépister. À partir d'un seul scan, on peut également prédire, ici un logiciel d'IA qui va nous dire sur un seul scan initial, finalement, prédire le risque de cancer à 6 ans sur un seul scanner low dose du poumon. Donc la médecine prédictive est également dans les starting blocks pour être présente dans notre pratique quotidienne. En tout cas, là, c'est encore plutôt des travaux de recherche, mais on sait qu'avec les quantités de données et les dizaines d'années maintenant que certaines cohortes vont avoir avec ce type de programme de dépistage et de suivi de patients tabagiques, il y aura des facteurs prédictifs. Alors, on espère que les assurances ne vont pas sauter sur le coup pour vous dire « je vous assure plus si ce scanner-là vous prédit que dans 6 ans, vous allez faire quelque chose ». On part un peu sur des dystopies à la Minority Report de Spielberg, mais on verra un petit peu ce que ça nous donne par la suite. D'autres startups essayent de prédire la réaction aux immunothérapies. Ici, Quibim, des Espagnols, qui fait un produit avec l'industrie pharmaceutique pour décrire la possibilité de mutation tumorale des lésions et d'essayer de dire plus précisément, avec le coût de ces immunothérapies, des effets secondaires non négligeables, que si on est à peu près sûr sur un scanner que le modèle d'IA va nous dire ça ne va pas marcher. En tout cas, il y a un produit qui va être commercialisé dans ce sens-là par cet acteur de l'écosystème des startups en IA et de la radiologie. Quels sont les challenges et les futures nouveautés de la santé pulmonaire en imagerie? Eh bien, dans ces programmes de dépistage, en tout cas, l'assurance qualité, ici la professeure Marie-Pierre Revel au Congrès européen à Vienne, qui nous montre les communications de la communauté européenne, mais que cette assurance qualité doit vraiment être non négociable et de pouvoir être capable d'informer les patients à tout moment sur les bénéfices-risques, d'avoir les ressources adéquates pour mettre en place ces programmes de dépistage et surtout de pouvoir faire la suite, que le patient soit pris en charge, de pouvoir l'informer et de pouvoir assurer la suite. Donc ça va être un challenge de pouvoir continuer à assurer la qualité, sachant que ces patients, on l'a dit, sont souvent un peu stigmatisés, de se dire « tiens, je vais me faire dépister pour le cancer du poumon ». Le tabagisme
peut engendrer un certain rejet de ces programmes de dépistage. On voit par exemple qu'aux États-Unis, seulement 6,5% de la population éligible se fait dépister, alors qu'il y a quand même 15 millions presque d'Américains qui peuvent se faire dépister, 4% de la population, ce qui est quand même énorme à l'échelle des États-Unis. Et les barrières pour l'adhérence à ces outils et à ces programmes, c'est le fait que les patients ne soient pas au courant, ils n'ont pas forcément accès, ils ont peur des radiations, d'un éventuel coût, et que peut-être les physiciens qui s'occupent de ces patients ne soient pas forcément au courant que le patient est éligible, j'ai d'autres choses à faire, j'ai mes consultes, etc. Je ne vais pas forcément participer à la prise de décision pour ce patient, pour le mettre dans un programme auquel il a pourtant le droit. Ces patients, ils vont venir avec pas mal de questions. Quand je me fais dépister, dans combien de cas je me fais trouver un cancer? Est-ce que je vais être guéri? C'est plus difficile d'estimer la guérison complète d'un cancer que pour une maladie infectieuse, par exemple. Mais en tout cas, il faudra pouvoir avoir la réponse à ces questions-là pour les patients qui participeront éventuellement chez vous dans ce type de programme. Donc, la Société américaine pour la Radiation Oncology estimait que pour maximiser les bénéfices de ces programmes de dépistage, il faut vraiment repenser, optimiser tous les composants de la chaîne entre le diagnostic et le traitement. Donc, il faut vraiment un aspect pluridisciplinaire, un aspect collaboratif pour pouvoir tacler ce type de problématique au XXIe siècle. Impliquer les patients, il faut que ces programmes de dépistage, on puisse les implémenter de manière efficace, aussi friendly pour finalement le consommateur qui est le patient tabagique, et que le design de ces programmes inclut aussi des communautés de patients pour pouvoir favoriser leur adhérence. Comme vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas encore tranchées. Ça, c'est un webinaire de la semaine prochaine de l'ISTI, les screening trials, current evidence and remaining questions. Effectivement, toutes les questions ne sont en tout cas pas clairement avec une réponse valide. Il y a encore pas mal d'interrogations. Donc, les radiologues vont avoir de plus en plus de jobs et il faut faire un travail qui soit automatisé. Donc, un des challenges, c'est que le radiologue arrive à faire face à cette charge de travail et qu'il puisse quand même pouvoir se sentir un petit peu libre dans l'exercice de son jugement, mais qu'en même temps, il utilise ces systèmes de reporting qui soient bien standardisés, et des systèmes semi-automatisés vont donc nous aider. On en a un petit peu parlé. Alors, lorsqu'on dépiste le cancer du poumon, est-ce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut dépister? Probablement. Par contre, étude là de 2023 dans la revue Pharmacoeconomics, on voit que finalement, le bénéfice économique, il y a zéro étude cost-effectiveness sur la possibilité de détecter d'autres lésions que le cancer du poumon sur un scanner qui est fait pour le lung cancer screening. Donc, toutes ces études d'efficacité économique, elles sont faites vraiment purement sur le cancer du poumon, et toutes les autres choses qu'on peut dépister, que ce soit les calcifs coronaires, que ce soit l'emphysème, etc., eh bien, il y aurait un besoin d'études socio-économiques, prospectives, multicentriques, etc., pour montrer finalement que ça a un intérêt. Parce que là, on peut le supposer, mais par contre, la preuve n'existe pas, comme le montre cet article de Santé publique. Alors, les challenges, c'est aussi qu'il y ait à l'échelle de la population, à l'échelle des autorités politiques, une éducation qui soit plus importante. On discutait récemment avec un de mes collègues qui disait, oui, à l'époque, tout le monde fumait, donc on a fumé et puis c'est comme ça. Maintenant, c'est plus tout à fait comme ça, et puis ça va devenir peut-être de moins en moins. Mais en tout cas, on voit que ce type de campagne un peu choc de prévention peut en tout cas aider au grand public de faire encore mieux connaître. Pourtant, c'est pas des fois que ça soit marqué sur les paquets ou autre. On a quand même bien progressé. Certains ont une approche beaucoup plus radicale. On voit la Nouvelle-Zélande qui a un plan zéro tabac sur une île, donc ça devrait quand même plutôt marcher. D'ici 2025, tous les gens qui sont nés après 2009, pas de clope, c'est fini le tabagisme pour eux. Comment on arrive à ça? Eh bien, on diminue le nombre de licences pour les gens qui vendent du tabac, pour les buralistes. Ils sont passés de 6 000 à
6 ans, ils mettent des grosses amendes aux gens qui contreviennent, et en plus, on en profite pour diminuer la quantité de nicotine dans les cigarettes pour diminuer le taux d'addiction. Donc, ça a l'air d'être en tout cas très smart, par contre assez radical, hein. On sait qu'il y a un lobby du tabac qui va peut-être pas forcément aimer. Mais on sait qu'il faut vraiment un courage politique on pense aux produits ultra transformés, etc. On sait qu'il y a une rentabilité derrière, il y a un lobbying qui est important et que ben, pour prévenir les cancers, si on taxait, on interdisait certaines substances qui sont aussi pathogènes que rentables, ici une tribune dans le monde du cœur de l'été, par contre, ben, il faut pour ça un courage politique que ceux qui veulent se faire réélire dans les prochaines années n'auront pas forcément. Le Canada, on met sur chaque cigarette maintenant des messages. Bon, ça va pas marcher sur les paquets. Est-ce que ça va marcher sur chaque cigarette? Et est-ce que le noir sur le tabac écrit dessus n'est pas un peu... Bon, je crois que c'est un petit chapeau qu'on peut enlever, donc ça ne devrait pas être toxique pour le fumer. Mais en tout cas, ça progresse de ce côté-là, du côté canadien. Des programmes de grand public. On a cette journée du cancer du poumon qui a eu lieu le 1er août 2023, des affichages où les médecins ont peut-être des choses à faire aussi dans leur salle d'attente, les médias également, pour bien montrer 1 million de morts par an, par exemple, ici aux États-Unis, 25% des morts par cancer. On a des gens qui sourient sur les petits dessins. C'est peut-être moins stigmatisant de dire, bah, voilà, on peut en parler, vous avez besoin d'arrêter, c'est pas la honte, etc. Mais au niveau du public, il y a des choses à faire pour améliorer les choses. Où est-ce qu'on en est en Suisse? On est quand même assez loin de la Nouvelle-Zélande, hein. On en est à se poser la question de l'interdiction de la pub pour le tabac dans les kiosques. Donc, ça me semble assez petit comme action, mais en tout cas, le Valais va interdire. On avait la réaction du Conseil d'État Mathias Renard à ce sujet dans le 1930, il y a quelques semaines, et à peine on parle d'interdire la publicité que les lobbies du tabac arrivent. Philippe Maurice estime que les interdictions totales vont trop loin. Donc là, eux, ils doivent avoir des soucis en Nouvelle-Zélande. Mais on voit qu'au niveau politique, c'est compliqué. Où est-ce qu'on en est en Suisse? En Suisse, il y a un programme de dépistage qui est en cours de finalisation par le CHUV, qui vise les gros fumeurs. L'ancien président de la Société suisse de pneumologie, le professeur Christophe von Garnier, est l'un des responsables, avec Kevin Selby de Unisanté. C'est pas encore mis en place. Comment ça va se passer? Les gens vont être invités en fonction de certains critères d'éligibilité, l'âge, le tabagisme. Il y a un one-stop shop qui est prévu avec 2 heures au CHUV, 1 heure de pré-screening avec une spirométrie, une stratification du risque, un passage par la case programme sevrage de tabac et un scanner Lodos qui est fait. Il y a un nodule board qui va arriver et qui va dire, ben voilà, est-ce qu'il y a besoin d'un tumor board ou est-ce qu'on repart pour un tour et un contrôle dans un an? Au niveau radiologie, on a la doctoresse Chiara Pozzessere qui est responsable, ainsi que le professeur Alban Denis, le chef de service du CHUV. Pour les médecins généralistes qui nous écoutent, si vous avez des questions à ce sujet, il y a le docteur Cédric Bongard qui est le responsable de ce programme-là, en tout cas au CHUV. Activité de l'implémentation du programme pilote lausannois de dépistage du cancer du poumon. C'est le chef de projet. Il s'occupe de ça. On n'est pas encore, en tout cas, sur les routes avec ce programme-là. Il devrait sortir en 2024. De notre côté, on a proposé depuis quelques mois un bilan de santé pulmonaire chez des patients qui seraient asymptomatiques, en association avec une prise de conscience sur les bénéfices de l'arrêt du tabac. Donc, on a au niveau critères qualité des doubles lectures, un radiologue qui va être certifié d'ici quelques semaines. On a des scanners qui sont ultra low dose, qui ont été mis au point avec des fantômes de l'IRA, avec des lésions pulmonaires à bas contraste. Donc, les choses ont été faites dans les règles de l'art. On a les outils d'IA qui participent à une triple lecture de ces nodules pulmonaires et on a la quantification de l'emphysème, la quantification des calcifications coronaires, la détection d'ostéoporose qui sont également inclus dans ce programme. Par contre, les assurances maladies ne prennent pas en charge ce type de programme innovant en l'absence de symptômes. D'ailleurs, si le patient est symptomatique, crache du sang, c'est plutôt un scanner avec injection que ce type de prestation qui sera à prescrire.
Le futur, les radiomix, on en a un tout petit peu parlé sur l'IA pour détecter des caractéristiques de pronostic sur les nodules. Est-ce que il y a des caractéristiques là-dedans qui vont nous aider à prédire soit le outcome du patient, soit la réponse thérapeutique à telle ou telle à telle ou telle thérapeutique. On a l'imagerie quantitative à l'ère de l'immuno-oncologique qui fait l'objet déjà de certaines publications. Et on sait qu'au niveau du scanner, le scanner par compteur photonique est la next revolution au niveau du scanner, et on devrait voir des choses assez magnifiques, notamment en Coro-CT, c'est devenu le gold standard, notamment avec les stents. Mais en tout cas, pour le poumon, on a une sorte de one-stop shop avec morphologie et fonction, avec un article là de référence qui a été publié il y a quelques temps, qui a des super images. Est-ce que c'est gadget ou pas, on verra plus tard, mais en tout cas, les scanners à compteur de photons devraient arriver sur le marché dans les prochaines années, et les patients, on espère, puissent en bénéficier avec peut-être des doses encore plus basses. Quoi d'autre sur l'imagerie du cancer du poumon? Le tabac, soit, mais ne pas oublier la cigarette électronique qui fait fureur chez les jeunes, les produits à vapoteuses, etc. On avait, avant l'arrivée du Covid, pas mal de publications sur EVALI, qui était la Electronic Cigarette or Vaping Product Used Associated Lung Injury, à savoir les lésions pulmonaires liées au vapotage. Bon, c'était dans leur série de patients, c'était quand même plutôt des cigarettes électroniques trafiquées avec du cannabis frelaté pour la plupart. Mais en tout cas, quand on voit l'histopathologie des lésions pulmonaires avec la vapoteuse, vous avez la liste à droite: pneumonie organisée, pneumonie aiguë fibrineuse, dommage alvéolaire diffus. On peut imaginer qu'avec 10 ans, 20 ans de recul, eh bien, on ait des néoplasies pulmonaires chez des gens qui n'ont fait que de la vapoteuse. Donc, affaire à suivre. Dans le même style, le cannabis, on sait qu'en Europe, en France, en Suisse, on est assez fort en consommation. En Suisse, en 2017, 4% de la population entre 15 et 64 ans a consommé du cannabis dans les 30 ans. Il y a des projets qui ne sont pas des projets, mais qui sont déjà en cours de vente à certains patients, clients, je ne sais pas trop comment dire, mais de cannabis à usage récréationnel dans certaines grandes villes, comme à Bâle et je crois à Lausanne. Donc, on sait que l'Allemagne a aussi beaucoup assoupli, est en cours de légaliser le cannabis. Donc, quid sur les poumons, quid en combinaison avec les vapoteuses, etc. Il y a encore des effets qui seront non connus, mais en tout cas, la consommation de cannabis, qui est très souvent associée à la consommation de tabac, peut être aussi pourvoyeuse de néoplasie pulmonaire. Alors, on arrive vers la fin. Donc, quelques mots de Marie-Pierre Rével, l'ancienne présidente de la Société européenne d'imagerie thoracique. Il faut que tous, notamment les radiologues, on se mette en bataillon pour lutter contre l'industrie du tabac. Au niveau radiologique, de mettre en place des produits, enfin, des programmes de screening, et de pouvoir assurer la qualité de ce type de programme dans un contexte où 17 pays européens sont dans le consortium SOLACE qui participe au screening du cancer du poumon à travers différents pays européens. Cette étude cascade a eu un bon succès là pour le moment, et puis ils sont un peu plus de la moitié de leur étude, donc ça devrait être un papier à fort impact qui sort l'année prochaine. J'imagine qu'on va en entendre parler. Donc, le cancer du poumon, ça tue, on l'aura bien compris avec cet exposé. Les programmes de dépistage aux quatre coins du monde montrent que ça sauve des vies. Il y a quelques questions encore sur le coût de ces programmes. Y a-t-il des faux positifs? Et l'assurance qualité est vraiment importante. À n'en pas douter, l'intelligence artificielle va aider les radiologues à cette tâche-là, et aussi probablement les pneumologues avec des biomarqueurs, des risques scores, et de lutter, d'avoir le courage politique de lutter contre les lobbies du tabac. Ça reste aussi une clé pour le grand public pour avoir une action coordonnée, une vraie politique de santé publique pour la santé pulmonaire. Donc, la route est un petit peu bumpy. Il y a c'est tout droit, mais il y a quelques bosses. Mais s'il y a une volonté, il y a des moyens de faire diminuer le taux de mortalité par le cancer
du cancer du poumon, notamment en Suisse. Et si ce topo a encouragé un ou l'autre des 78 participants à arrêter de fumer, ben, on aura gagné en tout cas. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine. Au revoir.